Bonjour et bienvenue dans la série Algèbre et applications. Cette vidéo est consacrée à l'introduction de la définition d'une algèbre centrale simple de dimension finie et au lien existant entre la notion d'algèbre centrale simple de dimension finie et le théorème de Wedderburn ainsi avec le groupe de Brouwer. Le long de cet exposé, tous les anneaux considérés, sauf mention du contraire bien sûr, seront supposés non nécessairement commutatifs et unitaires. Une première définition, étant donné un anneau, on appelle centre de l'anneau le sous-ensemble de cet anneau, souvent noté Z de A, constitué des éléments de grand A qui commutent avec tous les autres éléments de grand A. Voici quelques exemples. Si A est un anneau commutatif, bien sûr, le centre de A est égal à grand A. Maintenant, étant donné un anneau quelconque, le centre de l'anneau des matrices carrées ayant n lignes et n colonnes, elle est formée des matrices carrées de la forme produit d'un élément du centre de A fois la matrice identité d'ordre n. Ou encore, elle est formée des matrices diagonales dont les termes diagonaux sont tous égaux à un élément du centre de l'anneau grand A. Définition. Étant donné un anneau, on appelle sous-anneau de A un sous-ensemble B de grand A tel que B muni des lois à restriction des lois de grand A à B a une structure d'anneau. Exemple, l'anneau des entiers relatifs, muni de l'addition et de la multiplication des entiers relatifs, est un sous-anneau de l'anneau des nombres complexes, muni de l'addition et de la multiplication des nombres complexes. De même que l'ensemble des matrices carrées à coefficient dans l'ensemble des nombres rationnels, muni des lois addition et multiplication de ces matrices, est un sous-anneau de l'ensemble des matrices carrées ayant n lignes et n colonnes à coefficient dans l'ensemble des nombres réels, muni de l'addition et de la multiplication de ces matrices. Le centre d'un anneau grand A est un sous-anneau commutatif de grand A. Le centre d'un anneau à division D, on appelle anneau à division, c'est un anneau dont les éléments non nuls sont tous inversibles. Eh bien, le centre d'un tel anneau est un sous-anneau à division lui aussi, mais commutatif, c'est-à-dire c'est un corps. Soit R et M deux ensembles. On appelle action à gauche de R sur M tout simplement une application de produit cartésien R croix M dans M. Quelques exemples. Pour tout anneau A, la multiplication du côté gauche des matrices ayant n lignes et n colonnes à coefficient dans grand A, la multiplication de ces matrices par un élément de grand A, eh bien, ainsi on obtient une action à gauche de grand A sur l'ensemble de ces matrices ayant n lignes et n colonnes. En A, grand M, lui associer la multiplication de l'élément A par la matrice grand M qui consiste, elle, à multiplier chacun des coefficients de la matrice par cet élément grand A du côté gauche, eh bien, c'est bien une application. Alors, même si les termes action et application ont quasiment le même sens, et les notations et le vocabulaire utilisés changent suivant le choix de l'un de ces deux termes. Plus exactement, pour désigner une application, comme tout le monde sait, on utilise une lettre telle que F, G, H. Et on dit soit l'application F, soit l'application G, soit l'application petit h, ainsi de suite. Quant à la désignation d'une action, on va utiliser des symboles de type point, croix, rond, étoile, star, ainsi de suite. Z, l'image d'un couple Rm par une application petit g du produit cartésien R croix M dans M. Elle est toujours notée G de Rm. Alors, en langage d'action,
cette image sera appelée l'action de petit r sur l'élément petit m. Alors maintenant, si une action à gauche est désignée par ce symbole, star, eh bien l'action de R sur M par cette action sera notée R star M. Et donc, on aura le choix d'utiliser soit la phrase étoile est une action à gauche de R sur M, définie par R star M égale Z, ou bien choisir la phrase, disons, soit une application G de R croix M dans M, définie par G de Rm égale Z. Le sens des deux phrases est le même, mais l'expression, elle est différente. Une est traduite par le langage d'application et la seconde est traduite par le langage affecté à la notion d'action. Alors, d'une manière analogue à la définition d'une action à gauche de R sur M, on définit une action à droite de R sur M, en disant que c'est une application maintenant du produit cartésien M croix R dans M, et pas de R croix M dans M. De la même façon, l'image du couple MR par l'application D de M croix R dans M, elle est notée ainsi, et en langage d'action, si l'action est une action à droite, eh bien, sera appelée toujours l'action de l'élément R sur M, mais quant à la désignation ou à la notation de l'image, si l'action est désignée par le symbole étoile, eh bien l'action de R sur M par cette action sera notée M étoile R. Et donc on dira soit étoile une action à droite de R sur M définie par M étoile R égale Z, ou bien soit une application petit d de M croix R dans M définie par D de MR égale Z. Alors, une convention, souvent une action est désignée soit par un vide ou par un point, et on dira alors une relation définie par MR égale Z ou par un point R égale Z selon la désignation de l'action. Est-ce que ici on l'a désigné par un vide et ici on l'a désigné par un point. Maintenant on est arrivé à la situation de pouvoir définir ce qu'on appelle module sur un anneau. Soit un anneau non nécessairement commutatif et M plus un groupe abélien. M est un ensemble et plus est une loi de composition interne sur M qui est commutative, associative et admet un élément neutre et tout élément admet un opposé. Tout ceci, on les résume en disant que M plus est un groupe abélien. Définition. Alors on appelle module à droite sur R ou encore un R module à droite. C'est la donnée d'une part d'un groupe abélien M+, et d'une action étoile de R sur M, telle que, eh bien, 4 propriétés. La première, disons que pour tout couple d'éléments de R et tout élément de M, eh bien, l'action de la somme des deux éléments R1 et R2 sur l'élément petit m est égale à la somme de l'action de chacun des deux éléments sur l'élément petit m. Deuxième propriété, pour tout choix de deux éléments dans grand M et pour tout choix d'éléments petit r dans grand R, eh bien l'action de petit r sur la somme des deux éléments de grand M doit être égale à la somme de l'action de cet élément de R sur chacun des éléments de grand M. Troisième propriété, pour tout choix de deux éléments de grand R et tout choix d'un élément de grand M, l'action du produit des deux éléments de grand R sur l'élément petit m, elle doit être égale à l'action du deuxième élément sur l'action du premier sur l'élément petit m de grand M. L'action de l'élément neutre de l'anneau sur n'importe quel élément du groupe doit être égale à l'élément du groupe choisi.
où un R désigne le neutre de la multiplication de l'anneau. Voici quelques exemples qui illustrent un peu cette notion de module sur un anneau. Étant donné un sous-anneau d'un anneau donné, et petit n un entier naturel non nul, si on considère l'ensemble des matrices carrées à coefficient dans grand R, munies de l'addition des matrices, et si on considère l'application de cet ensemble des matrices carrées croix S dans l'ensemble des matrices carrées à coefficient dans l'anneau grand R, qui consiste tout choix de couple de matrices et d'éléments de petit s, lui associer le produit de la matrice par l'élément petit s du côté droit, qui consiste à multiplier chacun des coefficients de la matrice du côté droit par l'élément petit s. Eh bien, cette application définit bien une action à droite de S sur Mn de R, c'est une application, donc c'est une action, par définition, et qui vérifie les 4 propriétés de la définition du module. Ainsi, on obtient sur cet ensemble des matrices carrées à convolution dans l'anneau grand R une structure de S module à droite. Voici maintenant la définition d'un module à gauche, toujours avec les mêmes hypothèses, étant donné un anneau grand R et étant donné un groupe commutatif abélien. Alors, d'une manière analogue à la définition d'un R module à droite, on définit un R module à gauche. Plus exactement, on appelle module à gauche sur R ou R module à gauche. Eh bien, c'est la donnée d'un module, c'est la donnée d'un groupe abélien N+, et d'une action maintenant à gauche. Si on la désigne par étoile, cette action doit être de R sur M, telle que, de la même façon, les 4 propriétés nommées dans la définition de R module à droite, à part qu'ici, l'action, elle est du côté gauche. C'est-à-dire que l'action de la somme de 2 éléments de R sur un élément du groupe, elle doit être égale à la somme de l'action de chacun des éléments de l'anneau sur cet élément choisi dans le groupe additif. De même que l'action d'un élément de R sur le choix de n'importe quel de la somme du choix de n'importe quel 2 éléments de grand M, et doit être égale à la somme de l'action de cet élément de l'anneau sur chacun des éléments du groupe choisi. De même que l'action du produit de 2 éléments de grand R par un élément du groupe, elle doit être égale à l'action du premier élément par l'action du deuxième élément sur l'élément de grand M choisi. Et dernière propriété, c'est que l'action de l'élément neutre de la multiplication de l'anneau sur n'importe quel élément dans le groupe doit être égale à cet élément choisi dans le groupe. Quelques exemples aussi d'une manière analogue. Si on fixe un anneau grand R et un entier N, et bien l'ensemble des matrices carrées munies de l'addition des matrices carrées est un groupe abélien, et cette application du produit cartésien de S et de MNR dans l'ensemble des matrices carrées à N lignes et à coefficient dans R, qui consiste pour tout choix de couple SB lui associer la matrice qu'on obtient en multipliant la matrice par l'élément S du côté gauche, et cette multiplication consiste à multiplier chacun des éléments de la matrice de leur côté gauche par l'élément petit s choisi ici. Et bien, c'est une application, donc on a ainsi une action à gauche de S sur MNR. Et bien, cette action vérifie les 4 propriétés de la définition d'un module à gauche, et ainsi on obtient sur l'ensemble des matrices carrées à n lignes une structure de S module à gauche. Autre exemple, toujours étant donné un sous-anneau d'un anneau R et petit n en entier, maintenant considérons le produit cartésien n fois de R, muni de l'addition qui consiste à additionner 2 nucléaires revient à additionner les composantes respectives de ces 2 nucléaires. Eh bien, cette addition donne au produit cartésien de R une structure de groupe abélien. Deuxièmement, ce produit cartésien
de Rn fois, eh bien, elle est munie d'une action par S de cette manière-ci. Pour tout choix de couple, élément de S et élément de Rn, l'action de S sur cette uniplet du côté gauche, ça revient à multiplier chacune des composantes de uniplet par l'élément petit s du côté gauche. Eh bien, cette action vérifie bien les 4 propriétés de la définition d'un R module à gauche. Ainsi donc, on obtient sur le produit cartésien de R n fois une structure de S module à gauche, souvent désignée par Rn, indice du côté gauche, indice grand S, le sous-anneau de R considéré. De la même manière, ce produit cartésien Rn, muni de cette addition, il peut être muni d'une structure de R module à droite, plutôt d'une manière analogue. Ici, c'est l'action de S sur Rn du côté droit, donc multiplié par S du côté droit revient à multiplier chacune des composantes de cet uniplet par l'élément petit s, mais maintenant du côté droit. Eh bien, cette action vérifie les 4 propriétés de la définition d'un S module à droite, et ainsi, on obtient sur Rn une structure de S module à droite, souvent désignée par cette notation. Maintenant, on arrive à l'introduction de la définition d'un espace vectoriel. Eh bien, tout simplement, un module à droite, respectivement à gauche, maintenant sur un anneau à division, qui n'est pas nécessairement juste un anneau, mais un anneau tel que tous les éléments non nuls admettent un inverse. Eh bien, un tel module sera appelé un D-espace ou bien un espace vectoriel sur D. Eh bien, si le module est à droite, l'espace vectoriel sera dit espace vectoriel à droite. Et respectivement, si le module est à gauche, eh bien on va dire qu'on est en présence d'un espace vectoriel à gauche sur D. Voici quelques exemples qui illustrent cette notion d'espace vectoriel. Si H est l'anneau à division des quaternions réels, eh bien tout le monde sait que c'est un anneau, ou bien c'est un corps qui n'est pas commutatif, donc c'est un anneau à division au vrai sens du terme. Eh bien l'ensemble des matrices carrées à coefficient dans H minu de l'addition est un groupe multiplicatif. Et l'application de cet ensemble de matrices croît l'anneau à division grand H vers l'ensemble des matrices carrées à coefficient dans l'anneau à division des quaternions, qui consiste à chaque choix d'un couple formé par une matrice et un quaternion lui associe le produit du côté droit de cette matrice, comme nous l'avons dit, qui consiste à multiplier chacun des éléments de la matrice par l'élément petit r, mais de leur côté droit, eh bien, est une action à droite de H vérifiant les conditions de la définition d'un espace vectoriel à droite. Donc ici, on a une action gauche de H sur M3 de H qui consiste à multiplier cette matrice du côté gauche par l'élément petit r, c'est-à-dire multiplier chacun des coefficients de la matrice par l'élément petit r de leur côté gauche. Ainsi, on obtient une action qui vérifie les 4 conditions de la définition d'un espace vectoriel gauche sur H, et on a donc une structure de H espace vectoriel à gauche sur cet ensemble des matrices carrées d'ordre 3. Autre exemple, maintenant ce qui a été dit pour H peut être dit pour n'importe quel anneau à division, c'est-à-dire pour tout anneau à division D, pour tous ces anneaux à division, pardon, pour tout sous-anneau à division L de D et tout N on a. L'ensemble des matrices carrées d'ordre N à coefficient de cet anneau à division, minu de l'addition des matrices, ça c'est bien un groupe abélien. Et l'application de ce produit cartésien dans l'ensemble des matrices carrées d'ordre N à coefficient dans D qui consiste à, pour chaque choix de couple de matrices et d'un élément de cet anneau à division, lui associer le produit de la matrice par l'élément L du côté 3, eh bien c'est une action qui vérifie les propriétés de D espace vectoriel à droite. Et ainsi, on obtient une structure de L espace vectoriel à droite sur MND. Et d'une manière analogue, voici une structure de L espace vectoriel gauche sur MND.
Et on va dire donc que MND, c'est un L espace vectoriel à droite et aussi un L espace vectoriel à gauche. Mais dans chacun des cas, il faut bien être conscient de quelle action il s'agit. L'action de la définition d'un module est parfois dite la multiplication scalaire de ce module. De même que dans la suite, on notera toutes les lois de la définition d'un module par la même couleur. Et c'est au lecteur de deviner, selon le contexte, de quelle loi il s'agit. Rappelons la définition d'un système générateur d'un espace vectoriel. Étant donné un anneau à division et V un D espace vectoriel, bien que ce soit à gauche ou à droite, et S ici va désigner un n-nuclé, ou bien un système fini de vecteurs de V. Alors, on va dire que ce système de vecteurs est générateur si, pour tout choix d'éléments de V, je peux trouver n éléments de D tel que Y, c'est le résultat de A1 V plus A2 V2 K plus AN Vn. Respectivement, pour tout élément Y de V, je peux trouver n éléments de grand D tel que Y est égal à V1 A1 plus V2 A2 plus Vn AN. Voici maintenant le rappel de la définition d'un système libre de vecteurs d'un espace vectoriel. Alors, étant donné un anneau à division, D, et V un D espace vectoriel, que ce soit du côté gauche ou bien du côté droit, et S un système de vecteurs de cet espace vectoriel grand V. Alors, S sera dit libre ou bien linéairement indépendant sur D si, pour tout choix de R éléments de D, R étant le nombre de vecteurs du système, et bien si on a alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 jusqu'à alpha R VR est égal au vecteur nul de l'espace, et bien ceci, ça doit entraîner que tous les éléments alpha i de D sont égaux au 0 de D. Respectivement, s'il s'agit d'un espace vectoriel à droite pour tout choix de R éléments de D tel que V1 alpha 1 plus V2 alpha 2 plus VR alpha R égale au vecteur nul de V, et bien ceci doit entraîner que tous les éléments de D choisis doivent être nuls. Pour un anneau à division D et un D espace vectoriel à gauche V respectivement à droite, et pour tout système de n vecteurs de l'espace, on a les définitions suivantes. S est dit une base de V si S est un système libre sur D et un système générateur de V à la fois. Maintenant, l'espace V sera dit de dimension finie sur D si V admet une base finie, c'est-à-dire une base formée d'un nombre fini de vecteurs. Alors, quelques résultats qui sont connus dans la théorie des espaces vectoriels, que toutes les bases d'un D espace vectoriel à gauche et respectivement à droite de dimension finie ont le même nombre d'éléments. Si vous savez que votre espace admet une base finie, et bien toutes les bases vont avoir le même nombre d'éléments. Et bien ce nombre commun à toutes les bases d'un espace vectoriel de dimension finie est appelé la dimension de ce D espace vectoriel. Et il est noté soit dimension V et indice D du côté gauche s'il s'agit d'un espace vectoriel à gauche, ou bien désigné, je parle de la dimension, par digne de V indice D du côté droit s'il s'agit d'un espace vectoriel à droite. Maintenant, on arrive au vif du sujet, à la notion d'algèbre et puis algèbre centrale simple. Définition. Soit F un corps, on appelle F algèbre à gauche, respectivement à droite, ou encore une F algèbre à gauche, respectivement une algèbre à droite sur F. Eh bien, c'est un anneau A plus point tel que, eh bien, le groupe additif de l'anneau est un F espace vectoriel à gauche, s'il s'agit d'une algèbre à gauche, ou encore A plus est un F espace vectoriel à droite, s'il s'agit d'une algèbre à droite. Donc,
la multiplication scalaire, c'est-à-dire la multiplication du module, satisfait cette propriété. Disons que pour tout choix d'éléments de grand F et pour tout choix de deux éléments dans grand A, eh bien l'action de lambda sur le produit de deux éléments, c'est le produit de l'action de lambda sur le premier par le deuxième élément, et c'est aussi égal au produit de A par l'action de lambda sur le deuxième élément. Voici la condition qui doit être vérifiée s'il s'agit de la définition d'une F algèbre à droite. Alors, dans toute la suite, les F algèbres considérées seront à gauche, sauf mention bien sûr du contraire. Ceci étant supposé, voici quelques conséquences de cette définition. Alors, étant donné une F algèbre à gauche, eh bien, l'application de grand F dans grand A, qui consiste à associer à chaque élément de grand F l'action de lambda par l'élément de la multiplication de grand A, eh bien, cette application est un homomorphisme d'anneau injectif. Et donc, l'image de F par cet homomorphisme sera, bien sûr, un corps et un sous-anneau de grand A isomorphe à grand F. Alors, l'image de grand F par cette application phi, c'est bien sûr cet ensemble-là qu'on va désigner par F fois 1 de A. Eh bien, ce corps-là, c'est inclus dans Z de A. Et on va dire par abus de langage que c'est F qui est inclus dans Z de A, puisque F est isomorphe à F fois 1 de A, on va se permettre cette confusion. Alors, qu'appelle-t-on algèbre centrale sur un corps? Soit F un corps, une F algèbre A est dite centrale, eh bien si le corps F fois 1 de A, c'est-à-dire l'image de F par le homomorphisme phi introduit dans la diapositive précédente, est égal au centre de l'algèbre, c'est-à-dire au centre de l'anneau sous-jacent à l'algèbre. Dans un tel cas, par abus de langage, on va dire que F est égal au centre de A. Donc une F algèbre centrale, c'est une F algèbre telle que F est égal au centre de l'anneau. Exemple, Mn de C est une C algèbre centrale, car le centre de Mn de C, en fait, c'est C fois l'identité d'ordre n. Et on s'est bien pris la convention de dire que c'est égal. Mn de C est une R algèbre, mais non une algèbre centrale, car le centre de cette algèbre est C et non R. Pour toute algèbre à division D, on a D est une ZD algèbre, bien sûr centrale, parce que voilà, Z de D, c'est par définition le centre de D. Maintenant, qu'appelle-t-on algèbre simple? Soit F un corps, on appelle F algèbre simple, c'est une F algèbre bien sûr, dont sa structure d'anneau est un anneau simple. Rappelons que, qu'est-ce que c'est qu'un anneau simple? Eh bien, donc une F algèbre simple est une F algèbre A, et tel que l'anneau qui lui est associé n'a pas d'idéal bilatère non trivial. Il n'a que 0 et A comme idéal bilatère. Voilà, donc encore, si les seuls idéaux bilatères de l'anneau sont A et 0. Voici quelques exemples. Pour toute algèbre à division D, et pour tout corps F inclus dans le centre de D, on a D est une F algèbre simple. Mn de C est une C algèbre simple. Mn de C est une algèbre simple. Mais si on prend le produit tensorial de ces deux algèbres, eh bien c'est une C algèbre non simple, un idéal bilatère par exemple qui est différent de 0 et de l'algèbre, si je considère Mn de C croît ici l'idéal 0, c'est-à-dire l'idéal formé par la matrice nulle. Eh bien ça c'est un idéal bilatère et qui n'est pas un idéal propre. Maintenant, qu'appelle-t-on algèbre centrale simple sur un corps? Une F algèbre A est dite centrale simple si A est une F algèbre simple et centrale, les deux à la fois. Et une algèbre sera dite centrale simple de dimension finie, eh bien si A est une F algèbre simple centrale et la dimension de A sur F
est finie. Dimension, c'est-à-dire du groupe additif sur F qui est bien un espace vectoriel. Donc, 3 conditions à la fois pour être nommé central simple de dimension finie. C'est-à-dire, le centre de A, c'est F. A n'a pas d'idéal bilatère propre. Et dimension de A sur F est finie. Voici quelques exemples. Pour toute algèbre à division D, on a D est une ZD algèbre centrale simple, mais qui peut être non de dimension finie. Mn de C est une algèbre simple de dimension finie. Ici, 2n carré. Oui, puisque la dimension de MNC sur C, c'est n carré, et la dimension de C sur R, c'est 2. Mais non une algèbre centrale simple de dimension finie, car le centre de cette algèbre est C et n'est pas R. Maintenant, pour cette algèbre-là, est une C-algèbre centrale de dimension finie, mais ce n'est pas une C-algèbre centrale simple de dimension finie, puisqu'on a dit qu'elle n'est pas simple, elle a des idiots bilatères non propres. Autre exemple remarquable, pour toute algèbre à division D, tel que la dimension de D sur son centre est égale à un entier R fini, on a D est une ZD algèbre centrale simple de dimension finie, R carré. De même que pour toute n supérieur ou égal à 1, toute algèbre à division D de dimension finie R sur son centre, MND est une ZD algèbre centrale simple de dimension finie Rn carré. C'est-à-dire le premier exemple n'est qu'un cas particulier de ce deuxième, ça correspond à n égale à 1. Maintenant, voici la question centrale de cet exposé et qui va nous montrer le lien existant entre les algèbres centrales simples de dimension finie, le théorème de Wedderburn et la notion du groupe de Brouwer. La question est, peut-on déterminer toutes les algèbres centrales simples de dimension finie à isomorphisme près sur un coordonné grand F? Eh bien, le théorème de Wedderburn nous indique la réponse. Si A est une algèbre centrale simple de dimension finie, alors on peut trouver un entier N et une F-algèbre à division centrale D unique à isomorphisme près, tel que, eh bien, notre algèbre, elle est isomorphe à une algèbre de matrice à coefficient dans cette algèbre à division. Pour encore approfondir la réponse, désignons par ce grand A indice C grand S, c'est-à-dire l'ensemble des F algèbres centrales simples de dimension finie. Alors, d'après le théorème de Wedderburn, chaque algèbre centrale simple peut être vue comme une algèbre de matrice à coefficient dans une algèbre à division et une algèbre de matrice carrée. Donc cet ensemble est l'ensemble des MND où N parcourt les entiers naturels et D parcourt les F algèbres à division centrale de dimension finie. Et donc cette question-là peut être reformulée en si jamais on arrive à trouver la réponse à la question suivante, déterminer A indice C S, eh bien ceci, ça va revenir à déterminer les F algèbres à division centrale de dimension finie. Car cet ensemble, c'est l'ensemble des MND où T parcourt les algèbres à division et N parcourt les entiers et naturels. Et une fois qu'on a déterminé cet ensemble, eh bien, à isomorphisme près, on va diviser par la relation de désomorphisme pour trouver la réponse à la première question. Alors pour cela, on définit une relation d'équivalence sur cet ensemble des algèbres centrales simples qui ne sont pas nécessairement qui peuvent être isomorphes. Alors deux algèbres centrales simples, on va dire qu'ils sont similaires si, à partir du théorème de Wedderburn, on sait que A1 est isomorphe à une algèbre de matrice à coefficient dans un certain algèbre à division et qui a un certain nombre de lignes. A2, elle est isomorphe à une algèbre de matrice sur une autre peut-être algèbre à division d'une autre dimension. Eh bien, on va dire qu'ils sont similaires si ces deux algèbres à division sont isomorphes.
eh bien, cette relation appelée relation de similitude est une relation d'équivalence sur cet ensemble d'algèbres centrales simples de dimension finie. De même, on montre que deux algèbres de matrice à coefficients dans des anneaux à division, eh bien, ils sont isomorphes si et seulement si ce entier M il doit être égal à cet entier M et que ces deux algèbres à division elles doivent être isomorphes. Ainsi, chaque classe d'équivalence par rapport à cette relation de similitude contient une seule F algèbre à division centrale D de dimension finie à isomorphisme près. Et donc, si on désigne l'ensemble quotient de l'ensemble des algèbres centrales simples par la relation de similitude ainsi définie, si cet ensemble, on va le désigner par BR de F, qui va être lu Brouwer de F, eh bien, étant donné un corps F, déterminer les F algèbres à division centrale de dimension finie, ça revient donc à déterminer Brouwer de F, puisque nous avons dit que dans chaque classe de similitude, c'est-à-dire dans chaque élément de cet ensemble, il n'y a qu'une seule algèbre à division à isomorphisme près. Maintenant, continuons ou bien approfondissons l'étude pour définir le groupe de Brouwer. Eh bien, premièrement, on montre que le produit tensorial est une loi de composition interne sur l'ensemble des algèbres centrales simples, c'est-à-dire que le produit tensorial de deux algèbres centrales simples de dimension finie est une algèbre centrale simple de dimension finie. Deuxièmement, rappelons la relation de similitude entre les algèbres centrales simples, qui est celle-ci. Eh bien, cette loi de composition interne, elle est compatible avec cette relation d'équivalence. C'est-à-dire que si on a A1 est similaire à 2, et on a B1 est similaire à B2, eh bien A1 tensorial B1 est similaire à A2 B2. Eh bien, quand on a un ensemble muni d'une relation d'équivalence et d'une loi de composition interne, et que si cette loi est compatible avec la relation d'équivalence, eh bien on sait que cette loi va induire sur l'ensemble quotient une loi de composition interne. Et donc ce produit tensorial va induire une loi de composition interne sur Brouwer de F, qu'on va désigner aussi par le même symbole, et on montre que cet ensemble quotient, muni de cette loi quotient, est un groupe, sous-groupe, et c'est ce qu'on appelle le groupe de Brouwer de grand F. Et donc, la question de déterminer toutes les algèbres centrales simples de dimension finie à isomorphisme près sur un corps F revient à déterminer les F algèbres à division centrale de dimension finie à isomorphisme près. Et puis, d'après la diapositive précédente, ceci revient à déterminer donc le groupe de Brouwer du corps F. Donc, voici un des intérêts du groupe de Brouwer d'un corps. Ce groupe ne détermine les algèbres à division, ou bien les F algèbres à division de dimension finie sur ce corps, et la détermination de ce groupe va nous permettre de déterminer toutes les F algèbres centrales simples de dimension finie à isomorphisme près. Voici, merci de votre attention et à bientôt.